Opticien et PDG d'Atoll, je reçois aujourd'hui Eric Plat. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Aujourd'hui, Eric évoque avec nous son métier et sa passion pour l'optique. Nous parlerons de lunettes contre la dyslexie, son cheval de bataille, mais également des 3 O ou du 100% santé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Eric Plat, bonjour. PDG d'Atoll, merci d'être sur ce podcast. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que je reçois d'habitude beaucoup d'ophtalmos, beaucoup d'orthoptistes et des optométristes. Et tu seras le premier réel opticien travaillant, on va dire, pour des boutiques, pour un réseau d'opticiens. Donc, on a plein de choses à voir, évidemment. Moi, j'ai plein de questions, forcément. Le marché, les 3 O, le 100% santé, la chirurgie réfractive contre les verres progressifs. Bref, énormément de questions. Mais d'abord, tradition oblige, je vais te laisser te présenter tout seul, directement. Eh bien, je m'appelle Eric Plat, je suis opticien et j'ai fait mes études à Moret, dans le Jura, dans le berceau de la lunetterie. J'ai ensuite fait une école de commerce qui s'appelle l'IDRAC, qui était à Lyon, et j'ai rapidement enchaîné, après ces études, dans l'industrie lunetière. J'ai travaillé pour un grand lunetier qui s'appelait les lunettes Lamy, qui malheureusement n'existe plus, et qui a influencé, je dirais, ma culture actuelle, notamment l'envie de développer des produits français, car malheureusement, si pour les verres ophtalmiques, une large partie des verres sont encore fabriqués sur le territoire français, ce n'est pas le cas des montures optiques, des montures qui reçoivent les verres, qui malheureusement viennent de l'autre côté des Alpes, bien souvent d'Italie. Et puis pour les premiers prix, notamment par exemple pour les produits qui constituent le 100% santé, eh bien, viennent de Chine. Et donc, j'ai toujours défendu cette filière du produire en France. Et Atoll a été un des premiers acteurs à relocaliser une partie de sa production et à favoriser les fabricants français. Par exemple, au niveau des verres ophtalmiques, nous nous sommes toujours refusés de référencer des fabricants de verres ophtalmiques qui ne fabriquaient pas sur le territoire français. On a référencé récemment Oya parce qu'il nous garantissait, malgré son nom exotique, parce qu'il nous garantissait que les verres ophtalmiques qu'il pouvait nous livrer étaient fabriqués sur le territoire français. Donc ça a marqué ce passage que j'ai fait dans le Jura et cette décomposition du tissu, je dirais, industriel de la monture de lunettes a marqué durablement ma culture personnelle et m'a toujours donné envie d'aller dans cette direction de privilégier les produits français. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation, c'est très clair. On voit que la consommation d'optique, finalement, en France, on a eu les chiffres en septembre pour 2022, avoisine les 7 milliards. C'est à peu près stable. Évidemment, une grosse baisse pour le Covid, un rattrapage en 21. Qu'est-ce que on sait que les Français sont de plus en plus myopes, ont de plus en plus de difficultés à cause des écrans, ou en tout cas, ça se révèle à cette période-là. Comment vois-tu l'évolution justement de ces dépenses-là? Est-ce que ça va rester stable? Est-ce que ça va monter, descendre? Alors, je pense que ça va augmenter pour plusieurs raisons. La première, parce que la problématique liée à l'accès aux soins au niveau des ophtalmologistes va se résoudre. On le sait, le nombre d'ophtalmologistes va progressivement augmenter et puis on voit bien que la profession des ophtalmologistes s'est organisée pour accueillir de plus en plus de patients, ce qui permet évidemment d'accéder aux lunettes. Donc, il va y avoir une amélioration progressive des flux à la sortie des cabinets d'ophtalmologistes. Ensuite, il y a la télémédecine qui va favoriser l'accès aux soins. Et puis enfin, au niveau du consommateur, eh bien, l'usage immodéré des écrans, l'augmentation de la durée de vie, l'augmentation de l'usage de ses yeux sur une journée. On se lève de plus en plus tôt, on se couche de plus en plus tard, ce qui fait on sollicite plus nos yeux qu'il y a encore quelques années. Tout cela contribue, je pense, à nous permettre d'être optimistes pour les années à venir.
D'accord. Hem, les opticiens collaborent avec les ophtalmos et les orthoptistes, on appelle ça les 3 O. Comment ça se matérialise du côté, de l'opticien? Alors, ça se matérialise d'une façon assez simple, hein. Dans le parcours client, quand il rentre dans un magasin, il a une ordonnance. Et cette ordonnance nous permet de réaliser les lunettes de nos clients. Il s'avère que il y a aussi des clients qui rentrent et qui n'ont pas cette ordonnance. Par conséquent, on a une délégation de tâches qui est assez unique, hein, en tant que professionnel de santé, parce qu'il y a assez peu de professionnels de santé qui ont cette délégation comme nous l'avons, et qui permet d'apporter une modification à l'ordonnance de l'ophtalmologiste ou depuis peu de l'orthoptiste, en fonction des besoins du client et de l'évolution de sa vue. Parce qu'il n'a pas le temps d'aller chez son ophtalmologiste, il a cassé sa paire de lunettes, il l'a égarée, enfin pour de multiples raisons, il a besoin qu'on lui refasse une paire de lunettes rapidement. Nous avons cette possibilité-là. Nous avons aussi l'obligation, par la loi, d'informer, et c'est bien normal, l'ophtalmologiste et l'orthoptiste de la modification éventuelle de l'ordonnance. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent cet échange. C'est-à-dire chaque fois que dans notre logiciel informatique, on modifie une ordonnance, cela génère automatiquement un fichier PDF qu'on peut envoyer soit par mail, soit par courrier à l'ophtalmologiste ou maintenant l'orthoptiste pour l'en informer de façon à ce qu'il puisse mettre à jour je dirais son dossier patient. Donc D'accord. ça se matérialise de cette façon-là. Et puis après, ça se matérialise également par de nombreux échanges. Moi, j'ai de nombreux ophtalmologistes avec qui je suis très ami, avec qui on peut échanger. Je vais parfois à des colloques organisés par eux. C'est toujours très important et très intéressant d'échanger sur nos connaissances, nos compétences. Évidemment, eux, il y a tout un tas de choses qu'on a du mal à comprendre parce qu'on n'est pas médecin, eux, ils le sont, spécialistes surcroît. Et puis nous, de notre côté, eh bien, nous avons des compétences en correction de la vue, en verre ophtalmique, maintenant chez Atoll en dyslexie, et tout ça, il est bon de le faire connaître, de le faire savoir auprès de nos prescripteurs et amis ophtalmologistes et orthoptistes. Dans le domaine, par exemple, de la malvoyance, il y a aujourd'hui des progrès considérables également en matière de matériel, de filtres, de couleurs. On peut véritablement redonner confiance à des malvoyants en lui redonnant, grâce à des nouveaux types de verres ou à des nouveaux systèmes de correction de la basse vision. Tout ça, il faut le faire savoir aux ophtalmologistes qui ne sont pas toujours au courant, qui sont très visités par les labos en matière de médicaments, par exemple. Et c'est vrai que les opticiens, on ne prend peut-être pas assez le temps d'aller les rencontrer pour leur montrer tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la malvoyance, dans le domaine de la dyslexie, comme chez Atoll, par exemple. D'accord. On a vu, parce que ça a fait les gros titres évidemment, l'un de tes confrères et néanmoins, concurrent, qui a installé des, box de réfraction avec une sorte de, téléconsultation, dans, le point de vente même. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Bah, d'abord, pour l'instant, elle est illégale. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Pour l'instant, la législation est très claire. On ne peut pas installer de box de télémédecine dans un magasin d'optique. C'est toléré, c'est accepté. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que le législateur se prononce très clairement et les autorités qui encadrent cette législation fassent son travail. Euh, Parce que sinon, vont pulluler tout un tas de possibilités, d'offres. Bon, alors, pour l'instant, qui sont illégales, qui peuvent être rendues légales. Pour moi, il est important, en fait, que les opticiens, les ophtalmos, les orthoptistes ont travaillé ensemble de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur les nouvelles possibilités qui sont offertes de proposer des lunettes à nos clients. Voilà. Moi, je parle uniquement de lunettes et de correction visuelle, parce que c'est mon secteur. Je pense que les ophtalmologistes ont pris conscience depuis maintenant de nombreuses années de l'importance de rendre accessibles leurs soins. Il y a encore des trous dans la raquette. Il y a encore des trous dans la raquette, et c'est ce qui fait qu'il y a ces offres. Parce que, en fait,
le consommateur qui est aussi le patient des ophtalmologistes, lui, il y a un moment donné, quand ses lunettes ne sont plus bonnes, il veut y voir. Et si l'ophtalmo est à 40 ou 50 km, que c'est une personne extrêmement âgée et qu'elle ne peut pas faire ces 40 ou 50 km et qu'il y a un opticien qui fait de la télémédecine à côté de chez elle, évidemment qu'elle est très tentée par cette télémédecine. Et je pense que le législateur comme les ophtalmologistes ne doivent jamais oublier cette réalité de leurs patients et de nos clients, cette réalité dans certaines zones. Il faut qu'ils nous fassent ces propositions, et il faut trouver des solutions concrètes au-delà des positionnements politiques de chacun, parce que très clairement, on voit bien qu'il y a certaines zones de France où des micro-zones dans les campagnes. Moi, j'habite Bordeaux. Hein, et donc, c'est une région très belle. Il y a beaucoup d'ophtalmos dans le centre de Bordeaux. Mais dès que vous vous éloignez, vous allez dans les Landes, vous allez dans le Périgord, vous allez où il y a des poches de patients ou de clients, je ne sais pas comment on les appelle, qui sont extrêmement importantes, et où il y a plus d'ophtalmos. Eh bien, il faut que les gens viennent à Bordeaux, 100, 150 km. Ça va bien pour un actif, pour quelqu'un qui a l'habitude de bouger, de voyager, etc. C'est pas un problème. Mais pour les personnes âgées, ça en pose un. Donc, au-delà, je dirais, des positionnements politiques de chacun, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour comment dirais-je, pour ces populations-là, tout simplement. Évidemment, en toute sécurité. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la vue de nos clients ou des patients des ophtalmologistes. Évidemment que si demain on devait mettre en place de la télémédecine, en magasin d'optique ou pas, il faut qu'elle soit capable de garantir la sécurité totale de nos clients. Parce que j'ai un papa qui est touché par la malvoyance, il a une DMLA, il est assez négligent avec sa santé, et évidemment, il est en train de perdre un œil. Bon, c'est regrettable, parce que c'est son autonomie qu'il va perdre. Il conduit encore, parce qu'il a encore le nombre de dixièmes requis pour conduire, mais d'ici peu de temps, il ne pourra plus conduire. Donc, on voit bien que ça va causer un psychodrame chez mon papa et ma maman. Donc, je comprends fort bien le souci que nous devons tous avoir de la sécurité totale de nos clients. Mais ça doit pouvoir se faire, hein, je suis confiant. Très bien. Autre sujet, j'ai lu récemment une étude qui parlait des verres anti-reflets bleus et qui disait que, alors c'était une méta-analyse, hein, donc un regroupement de plusieurs analyses qui ont été publiées dans Cochrane et qui disait que finalement ces verres ne servaient à rien. Est-ce que tu as sûrement vu cette analyse-là? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Pour un néophyte comme moi, même si je suis opticien, que je connais bien le filtre contre la lumière bleue, il est assez difficile de se faire une opinion parce que d'un côté, on a des études en laboratoire qui montrent l'impact de la lumière bleue sur des rats. On voit, et le rat a un œil qui est assez proche de celui de l'homme. Et donc, on voit bien que cette lumière bleue semblerait être extrêmement nocive. Et puis, on a ces méta-analyses qui, d'un autre côté, disent que ces filtres ne serviraient à rien. La vérité est peut-être entre les deux. C'est-à-dire que je ne voudrais pas, en tous les cas, compte tenu du faible prix de ces filtres lumière bleue, hein, c'est quelques euros sur un verre de lunettes, hein, je ne voudrais pas que l'arbre cache la forêt et qu'on se réveille dans 10 ans ou dans 15 ans et qu'on se dise « Oula, mais cet usage immodéré des écrans qui émettent énormément de lumière bleue, toutes les LED que l'on utilise, enfin même si maintenant il y a des filtres hein, qui bien souvent sont inclus dans ces LED, hein, mais disons que toute cette lumière bleue auquel on est confronté, je ne voudrais pas que dans 10 ou 15 ans on s'aperçoive qu'elle génère de plus en plus de DMLA par exemple. Donc j'ai envie de dire, dans le doute, il y a des gens qui pensent que c'est important d'avoir ces filtres, il y a des gens qui que ce n'est pas important. Moi, je pense que compte tenu du faible coût, gardons. C'est pas avec ça qu'on fait notre business. Hein. Clairement, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Hein. C'est pas 1 ou 2 euros par verre qui fait que ça va changer mon quotidien d'opticien et le chiffre d'affaires d'Atoll. Hein. Mais par contre, dans le doute, gardons ce filtre.
D'accord, donc principe de précaution. OK. Exactement. Autre chose, autre, innovation, qui est fortement portée par Atoll, c'est, les verres adaptés pour les dyslexiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, deux scientifiques rennais, l'un qui fait partie de la faculté des sciences de Rennes, ont découvert les ressorts d'une forme de dyslexie. Or, il se trouve que ce qu'ils ont mis en évidence, c'est le fait que un dyslexique, une forme de dyslexie, euh, euh, le dyslexique, pardon, va être dépourvu d'un œil dominant. C'est un résumé un petit peu court, il faut lire ce qu'ils ont publié dans des journaux scientifiques. Mais le résumé, c'est un dyslexique n'a pas d'œil dominant, si bien que une certaine forme de dyslexie fait qu'un dyslexique qui est touché par cette forme-là ne va pas avoir d'œil dominant. Et pour compenser ce manque d'œil dominant, on va utiliser de la lumière pulsée selon une fréquence qui est propre à chaque personne. J'insiste parce que cette fréquence qui va permettre de résoudre le problème de ce dyslexique quand il porte les lunettes ou quand il utilise une lampe, parce qu'il y a à la fois une lampe et des lunettes. Eh bien, quand il porte ses lunettes, avec la bonne fréquence liée au réglage que l'on va faire, on va recréer un œil dominant artificiel, ce qui va supprimer les effets miroirs auxquels sont confrontés les dyslexiques, notamment sur des lettres comme le B, le D, le P, le Q, le M, le N. Ces lettres miroirs ou ces lettres très proches sont confondues par le dyslexique. Dans le cas du manque d'œil dominant, le dyslexique voit les lignes se rapprocher ou s'écarter en permanence, créer un effet de ligne mouvante. La lunette va permettre de réduire cela, voire de le supprimer. Et donc, on recrée des conditions de lecture qui vont permettre à un dyslexique trois choses. La première, de retrouver, pour certains, une lecture extrêmement fluide. C'est instantané, hein. On met la lunette, on retrouve la lecture. On l'enlève, on n'a plus la lecture. Donc, il n'y a pas de contestation possible. C'est comme un verre de myope, hein. Un verre de myope, je l'enlève, je ne le vois pas au loin, je le remets, je vois au loin. Bon. Deuxième constat, ça va, chez certains, faciliter la compréhension du texte, parce qu'ils ont déjà compensé le phénomène des lignes qui bougent ou des lettres confondues, ils le compensent, mais par contre, la lunette va leur permettre de lire plus vite. Oui. Et puis, troisième catégorie de constat, qui est plus récent, et ça va faire l'objet d'une nouvelle publication, je le donne un petit peu comme un scoop, hein, c'est que cette lunette réduit la saccade visuelle d'environ 1,8 fois. Donc, en fait, cela provoque, quand on a des saccades visuelles plus importantes en tant que dyslexique que non dyslexique, cela provoque beaucoup de fatigue. Donc, en réduisant cette saccade visuelle, évidemment qu'on réduit la fatigue. Donc, vous voyez, trois actions qui sont importantes. Ces deux scientifiques qui ont découvert cela l'ont publié et ils ont même été récompensés par l'Académie de médecine. Ils ont reçu le prix de l'Académie de médecine il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est reconnu par un certain nombre de médecins. Et Dieu sait si les professeurs qui siègent à l'Académie de médecine ne sont pas des rigolos. En général, ils réfléchissent avant de publier leurs conclusions. Et puis, autre point important, nous sommes en train de faire des études pour apporter, si vous voulez, je dirais, au niveau de notre lunette, parce qu'ils ont fait des études au niveau d'une lampe. Nous, au niveau de notre lunette, nous allons publier au printemps prochain une étude qui vient valider tout ce que je vous déclare, parce qu'aujourd'hui, c'est du déclaratif par les 5000 porteurs de lunettes, hein. On a à peu près 5000
personnes qui portent ces lunettes, leur déclaratif, c'est ce que je viens de vous dire. Moins de fatigue, je lis mieux, je comprends mieux. Alors, évidemment, si vous voulez, il y a toujours une controverse scientifique, hein, en tout. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans le domaine de l'optique, hein, c'est-à-dire que si j'enlève ma lunette, je vous vois flou à l'écran, là. Si je la mets, je vous vois net. En fait, l'étude clinique ne va faire que conforter ce que nous affirmons, mais ça reste une paire de lunettes, donc quand on la met, on voit l'écart. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas de doute à avoir sur les effets de cette lunette, puisque ça fonctionne exactement comme un verre progressif ou un verre qui corrige la myopie. Quand on la met, on est mieux avec. Bon. Donc ça, c'est un élément fort et clé. On a suivi des enfants, en particulier touchés par la dyslexie, et ces enfants sont passés du stade on va dire, échec scolaire, ou semi-échec scolaire, en tous les cas avec des moyennes inférieures à 10, à des moyennes supérieures à 10. On a suivi des jeunes qui aujourd'hui sont en BTS depuis la seconde, qui étaient en grande difficulté scolaire et qui, d'un seul coup, ont pu changer et évoluer vers des études supérieures grâce à l'usage de cette lunette. Bien sûr, évidemment, il y a toujours derrière un traitement orthophonique hein, qui se fait. C'est extrêmement important, ça, de bien garder ce traitement orthophonique. Mais ce qui est vraiment gratifiant, c'est de voir ces familles et ces enfants qui, en portant ces lunettes, découvrent un autre monde, découvrent comment est-ce qu'on peut lire naturellement avec moins d'efforts ou plus d'efforts. Et ça provoque des émotions qui sont d'une puissance absolument extraordinaire. Donc, pour moi, en tant que patron d'Atoll, qui avons soutenu cette start-up abeille que nous incubons sur une plateforme de Beaune, c'est une satisfaction absolument extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que j'ai une fille dyslexique et dysorthographique qui a bénéficié en première de cette lunette. Et donc, je sais ce que c'est en tant que parent d'avoir suivi ma fille comme ça, de découvrir quand elle est rentrée en fac, qu'on lui demandait encore de justifier sa dyslexie, alors même qu'une dyslexie, c'est pire qu'une myopie, ça ne peut pas s'opérer. Hein, vous êtes dyslexique à vie. Et donc, il y a encore dans le système scolaire des freins. Quand elle est rentrée en sixième, il a fallu se justifier par rapport au cursus CP 6e. Ensuite, il a fallu se justifier en seconde, il a fallu se justifier à la fac. C'est désolant de voir ça. Et donc, quand on apporte des solutions, bah, évidemment, c'est extrêmement gratifiant. Voilà. Super intéressant, bravo. Tout autre sujet, le 100% santé. J'ai cru comprendre qu'a priori, c'est une offre qui est obligatoire à réaliser par l'opticien, souvent à faible coût, évidemment, hein, pour le patient. Donc, ça part d'un bon sentiment. J'ai vu sur les chiffres 2022 que seulement 6% des dépenses globales étaient en 100% santé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un gadget? Pourquoi ça a été créé? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, alors, c'est une mauvaise solution à un bon constat. C'est-à-dire que, clairement, il y avait en France, et il y a toujours, heureusement, une minorité, moins de 5% des Français, qui n'avaient pas accès aux lunettes. Alors même que les opticiens proposaient des solutions très basiques et très, très peu onéreuses. Il y avait la CMU, la couverture maladie universelle, qui permettait de prendre en charge des lunettes. Mais toujours est-il que l'État a souhaité, dans un mouvement assez généreux, je pense, hein, authentiquement généreux, a souhaité apporter une solution d'accessibilité pour des populations. Mais je pense que là, vraiment, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que, en fait, le système est financé par les complémentaires santé,
et s'adresse à des gens qui ont des complémentaires santé. Or, ceux qui n'accédaient pas aux lunettes, c'était ceux qui n'avaient pas de complémentaire santé. Alors, ils peuvent bénéficier d'une aide à la complémentaire santé, mais bien souvent, ceux qui sont bénéficiaires de cela ne connaissent pas l'existence de cette aide, si bien que ça ne s'adresse pas aux gens, malheureusement, qui seraient normalement dans la cible. Donc ça, c'est le premier constat. Vous avez à peu près 3 millions de Français qui, du coup, ne peuvent pas bénéficier du 100% santé, alors même que ces 3 millions de Français sont parmi les plus modestes. Donc, premier constat, ça ne touche pas la bonne cible. Deuxième constat, on nous oblige à le proposer à tout le monde. C'est comme si on obligeait à tout le monde de manger du rutabaga alors qu'on peut manger de la patate douce, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, ou des carottes. Donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre la volonté de l'État en la matière, qui souhaite qu'on en vende à 20% de nos clients. Alors, ça représente 6% en valeur, mais 20% des clients. On est à 18, hein, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut nous obliger à vendre ça à l'heure où on souhaite la relocalisation d'un maximum de choses, notamment dans le domaine du médicament, l'indépendance en matière de fabrication, paracétamol par exemple, est un enjeu important. Moi je dis que l'indépendance en matière de fabrication de lunettes, c'est un enjeu important. Or, comme le 100% santé fixe le prix d'une monture à 30 € TTC, c'est-à-dire environ 25 € hors taxe, de toute façon, pour 25 €, on ne fabrique pas des lunettes en France à ce prix-là. Voilà, c'est pas possible. Ça veut dire des lunettes à 12-15 € en prix d'achat pour l'opticien. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de lunettes qu'on peut fabriquer en France à ce prix-là. Donc, on met en danger, on met encore plus en danger la toute petite filière restante des fabricants de montures. En matière d'empreinte carbone, ce n'est pas compliqué, une lunette qui vient de Chine, elle a une empreinte carbone à peu près 900 fois supérieure à une lunette normale. Or, on cherche aussi, on nous parle évidemment de réduire cette empreinte carbone-là. L'État provoque une augmentation de cette empreinte carbone. Vous voyez, à tout point de vue, je n'arrive pas à comprendre ce qui motive nos gouvernants et la haute administration à nous imposer cela. Je ne comprends pas et personne ne comprend. Donc, moi, s'il y en a un qui regardait cette vidéo et qui m'entende, il faudrait qu'on nous explique, parce que personne ne nous explique. C'est quand même dingue. Pourtant, c'est quand même vous les premiers concernés. C'est ça. D'accord. Bon, ben écoutez, écoute, on n'aura pas la solution aujourd'hui. Je vais continuer mes investigations et je reviens vers toi, le cas échéant, quand j'aurai la réponse. Autre sujet intéressant, je trouve, les lunettes progressives sont évidemment des lunettes très technologiques, donc forcément, elles sont plutôt chères, hein, et donc du coup, le remboursement par les mutuelles est assez élevé, assez onéreux. Il y a une solution à ça, c'est la chirurgie réfractive sur un bon nombre de patients, on va dire. Pourquoi est-ce que, selon toi, cette chirurgie réfractive ne se développe-t-elle pas, on va dire, à des niveaux très importants, comme c'est le cas notamment en Italie et en Espagne? Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la chirurgie réfractive. Je connais évidemment dans mon entourage des gens qui se sont fait opérer, sont très satisfaits. Il est évident que c'est une solution assez innovante pour des problèmes de vue qui sont parfois gênants. Moi-même, je porte des lunettes à verre progressif. Je dois reconnaître que si j'aime bien mes lunettes, parfois il y a buée, avec des saletés. On pourrait se dire, tiens, la chirurgie réfractive, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il y a certainement une certaine crainte de la part d'un certain nombre de gens de se faire toucher aux yeux, hein. Vous connaissez l'expression « je tiens à cet objet-là comme à la prunelle de mes yeux ». Et il est évident que s'il y a un accident, il n'y a pas de retour possible. Voilà, on ne greffe pas un œil, hein. Bon, alors on peut toujours réparer, j'en ai souvent discuté avec des amis ophtalmos, on peut toujours réparer un éventuel échec, le nombre d'échecs est faible, c'est évident, mais je pense que la réticence elle est due au fait qu'on touche aux yeux et que, voilà. Alors après,
Si on se dit qu'en Italie, en Espagne, le taux de chirurgie réfractive est plus élevé, c'est peut-être parce qu'en effet, les lunettes sont moins bien remboursées en Italie et en Espagne. Et du coup, peut-être que l'aspect durable de la chirurgie réfractive peut attirer un petit peu plus de patients. J'avoue là-dessus que j'ai pas d'autre explication que celle-ci. À la fois un meilleur remboursement des lunettes en France, lié à une réticence qui fait que nos consommateurs se disent je reste aux lunettes plutôt que de prendre le risque de me faire toucher la vue, alors qu'à l'opposé en Espagne et en Italie, les lunettes étant moins bien remboursées, on prend un peu plus le risque. Voilà. C'est clair. Et je crois qu'il y a aussi une question de communication. Les médecins, les ophtalmos n'ont pas le droit de communiquer. Et donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de patients aussi qui ne savent pas que c'est faisable, ce genre de pratique. Parfait, Eric, je crois qu'on a fait un bon tour du lien justement entre ophtalmologie et optique. J'aurais une dernière question. C'est quel conseil tu donnerais à un opticien qui souhaite ouvrir une boutique demain? Il a le choix, hein, être indépendant, coopérative, franchise. Quelle est selon toi la meilleure solution? Alors je lui dirais rejoins Atoll les Évidemment. opticiens, évidemment, parce que c'est un bon juste milieu entre une indépendance qui parfois peut provoquer un sentiment d'isolement, et puis une indépendance dans une interdépendance qui permet de garder quand même une certaine liberté dans son magasin face à son consommateur, mais de bénéficier de ce regroupement de moyens avec une enseigne qui a une forte notoriété. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les Français bougent de plus en plus, déménagent, changent de ville, et on voit bien que l'opticien indépendant, sa part de marché se réduit considérablement au profit des enseignes parce qu'en effet, il y a une notoriété. Quand un consommateur arrive dans une ville, il connaît Atoll et il ne connaît pas forcément Optique Tartampion. Bon, donc, du coup, il y a d'abord cette question de la notoriété. Il y a l'image ensuite qui est Atoll. Nous avons une image, on fait régulièrement des études d'image. On a l'image d'opticiens compétents, innovants, apportant des solutions technologiques originales à leurs clients, avec une forte proximité. Nous avons plutôt des magasins de taille moyenne qui favorisent cette proximité entre le client et son opticien. Donc ça, ce sont des forces de notre réseau. Et donc, on apporte d'abord cette notoriété et cette image. Ensuite, on apporte des outils. Par exemple, on apporte un concept de magasin comme celui qui est derrière moi, qui est moderne, qui s'est inspiré de la distribution moderne, hein. La vente se fait en côte à côte avec le client pour favoriser cette proximité. Alors, ça peut déstabiliser certains opticiens, mais ceux qui ont opté pour ce concept, il y en a 500 quand même, qui ont opté pour ce concept chez nous, eh bien, sont ravis de pouvoir être plus proches du consommateur à la table de vente. On a développé des outils digitaux à la table de vente qui permettent à l'opticien de mieux gérer sa boutique, de mieux présenter ses produits également. On parlait tout à l'heure des verres progressifs. Eh bien, on a des outils digitaux qui permettent de mieux expliquer les verres progressifs, parce que c'est un carreau transparent, hein, qu'il soit progressif ou pas, on ne le voit pas que le verre est progressif, donc il faut expliquer cela le mieux possible, et on a mis au point tout un tas d'outils pour cela, pour expliquer les produits que l'on vend. Et puis, il y a également toutes les gammes de verres et de montures que nous développons pour l'opticien, pour lui permettre de faire face à l'inflation. Voilà, donc on a des gammes de produits, un petit peu comme dans la grande distribution, en marque propre, qui nous permettent, alors même que les autres marques augmentent leur prix, qui nous permettent de conserver une rentabilité suffisante pour faire vivre nos magasins. Puis enfin, chez nous, il y a l'innovation. L'innovation, ça a toujours été quelque chose de très très fort chez Atoll, notamment depuis qu'on a lancé cette lunette pour les dyslexiques, on s'est fait connaître pour cette innovation qui est maintenant reconnue, cette lunette à verre électronique connectée qui apporte ce confort visuel aux dyslexiques. Ça nous a apporté une image d'enseigne innovante qui est exceptionnelle. Très Voilà, bien. donc je recommanderais, pour conclure,
à un jeune opticien de rejoindre évidemment Atoll, mais aussi de se positionner sur le métier du spécialiste de la correction visuelle. Je n'ai pas employé à dessein la santé visuelle. Je ne pense pas que l'opticien soit un médecin. Donc, on est, je dirais, à la limite. Donc, nous, on est des spécialistes de la correction visuelle. C'est un travail considérable, extrêmement intéressant. On fait à la fois du commerce, on fait de la technique avec le montage des verres dans les montures, et on fait de la correction visuelle. On apporte des solutions visuelles qui sont maintenant extrêmement variées. Et je dis à un jeune opticien, il faut te spécialiser là-dedans. Et si tu dois investir, plutôt que d'investir dans une machine d'atelier très chère, investis plutôt dans tout ce qui permet d'analyser la vision de ton client. Spécialise-toi là-dedans pour lui apporter la meilleure correction et le meilleur confort visuel qui soit possible. D'accord, parfait, merci Eric. Joli argumentaire, je pense que les opticiens ne pourront pas résister. Merci pour cette interview, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que mon audience aussi. Merci encore et à bientôt, peut-être pour un second épisode. À très bientôt. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux le monde des opticiens au travers de l'expérience d'Eric. Personnellement, depuis longtemps du côté ophtalmologie, j'en ai beaucoup appris aujourd'hui. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.